en histoire, Xavier Mauduit produit depuis 2019 l'émission Le cours de l'histoire du lundi au vendredi de 9h à 19h. Il est chroniqueur à Arte et auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire du 19e siècle avec un goût prononcé pour Napoléon Bonaparte. Il vient de faire paraître un beau livre d'entretien illustré intitulé Fou d'histoire. Il y donne la parole à 10 personnalités qui ne sont pas historiens mais qui portent une histoire et la racontent. À travers leurs romans, leurs musiques, leurs œuvres d'art, ils empruntent les chemins de traverse qui mènent à une figure ou à un événement historique. Bonjour Xavier Mauduit, bienvenue à Faites-moi lire. Bonjour Nicolas, merci beaucoup de nous recevoir ici. C'est une très très grande joie. Comment est née l'idée de ce projet personnel de vagabondage? Alors c'est dans le cours de l'histoire, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. En fait, France Culture m'a donné ce créneau horaire, 9h tous les jours, pendant 1 heure, parler d'histoire avec des spécialistes, des universitaires. Alors moi, c'est un honneur chaque jour et c'est un véritable bonheur. Mais je me suis dit quand même, quand on y réfléchit, ce qui nous mène à l'histoire, quand on est gamin par exemple, c'est pas le livre d'un universitaire. Ah non, c'est souvent l'affect, un roman, une BD, ça peut être un film, ça peut être tant et tant de choses. Et là, je me suis dit, mais ces personnes qui produisent ces romans, ces bandes dessinées, elles-mêmes, comment en sont-elles venues à l'histoire? Et c'est là où l'idée, c'était d'aller au plus près de cette création et d'aller demander à Gaël Faye, Maëlys de Kerangal, Alice Zeniter, mais vous qui produisez, c'est pas vraiment des romans historiques, ce sont des romans qui s'appuient sur l'histoire. Comment, vous, dans votre parcours individuel, vous en êtes venu à l'histoire? Alors, comment avez-vous choisi ces 10 personnalités? C'est difficile parce que sur France Culture, là, j'en suis à bien plus de 70, pas loin de 80 fous et folles d'histoire qui sont venus raconter leur histoire. Et vous l'avez dit avec justesse, ce sont des personnes qui sont ni historiens ni historiennes. Donc, ils portent une histoire, ils viennent dans le cours de l'histoire en se demandant « mais qu'est-ce que je vais raconter ?» Et en réalité, mais c'est un flux de paroles. Dès lors, il fallait en choisir 10. Ça a été vraiment très difficile, je vous assure, parce que chaque conversation était très belle. L'idée, c'était d'évoquer des univers très, très différents avec Delphine Orvillers. C'est un monde particulier. On se retrouve aux origines du judaïsme avec les échos très contemporains aujourd'hui. Et puis, avec Macha Merrill, ce sont les Russes blancs, ce sont les Cosaques. Et on a comme ça tant d'univers. L'idée, c'était vraiment de jouer sur cet équilibre. Mais je vais vous dire, l'idée de mettre par écrit une émission de radio n'a aucun intérêt. Moi, le premier, je ne vais pas acheter un livre parce que je me dis je peux l'écouter en podcast. C'est pas ça. C'est que l'émission de radio a été l'amorce d'une conversation. Et puis, ce qu'on a voulu faire, c'est après tendre la main en demandant des textes. Et vraiment, ces auteurs, ces autrices ont eu la générosité. Et je le dis vraiment de tout cœur de nous donner ces textes parce que ça touche parfois à l'intime. C'est leur parcours de vie. Ça touche à l'intime. On est d'accord, il y a quelque chose qui est très très fort. Et je pense, je sais pas moi, Gaël Faye, Jacaranda, son dernier roman qui a eu le prix Renaudot, c'est un roman avec des personnages. Et le texte qu'il nous offre dans Fou d'histoire, c'est sa vie à lui. Ce sont plus des personnages là. C'est sa mère, c'est sa famille. Et on a, comme les coulisses du roman, j'ai envie de dire. En fait, c'est cette toile de fond qui nous permet de comprendre leur cheminement. Et c'est en ça que moi, j'ai trouvé que c'était très beau d'avoir ces 10 réunis. On pourrait continuer avec les autres, bien sûr. Mais là, c'est flamboyant, quoi. On passe d'un monde à l'autre et on rencontre d'un seul coup Alexandre le Grand avec Laurent Godet. On se dit, mais comment on en arrive là? On sort étourdi et ébloui parce que chaque versant de ce vagabondage a une très grande force évocatoire. Quel que soit le thème et le lieu où on est envoyé. Vous dites à un moment, et j'aimerais bien que vous éclairiez cela, c'est qu'il y a quelque chose finalement d'irréductible un peu, et vous employez ce terme, vous l'employez qu'une seule fois. Tant il est essentiel pour éclairer le monde, mais aussi de mystique plus difficile à saisir. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire quelque chose de l'ordre d'une intimité à laquelle on ne peut pas accéder? Qu'est-ce que c'est? Il y a de ça. Une des questions les plus difficiles, on me la pose de temps en temps, mais vous pouvez vous la poser, tout le monde peut se la poser. Comment naît le goût de l'histoire chez nous? Pas pourquoi on a une émotion particulière quand on visite une église, quand on voit un vieux château, une vieille pierre, un vieux papier. Comment naît le goût de l'histoire? Moi, je n'ai pas de réponse. Personnellement, ça a toujours été là comme une évidence. Et en demandant à tout le monde, on voit comment ça apparaît. Et là, c'est super émouvant parce qu'on citait Gaël Faye. Gaël Faye, évidemment, c'est le génocide des Tutsis au Rwanda. On pense à cette histoire-là. Mais lui, c'est pas du tout sa vie. Il est loin, il n'y pense pas. Il explique comment il va avoir une pièce de théâtre sur le génocide au Rwanda. Il est en Belgique, bon, j'y vais. C'est pas le même homme qui ressort de cette pièce de théâtre.
il a vécu un truc qui fait que tout se transforme. Didier Deninx, quand il raconte ça, wow, Didier Deninx, il écrit ses ouvrages et puis ça le conduit en Nouvelle-Calédonie pour faire de la promotion, quoi. Il rencontre des gens, il discute et puis quelqu'un lui dit « Est-ce que tu es au courant que des gens comme nous ont été exposés dans des zoos humains en France ?» Oh, je ne connais pas. Alors, ça l'intéresse, il creuse un peu. Et exposition coloniale, 1931, il voit le nom de ces hommes, de ces femmes exposées. Il y a un Karembeu, on est en 98, il y a un footballeur qui s'appelle Karembeu. Il se dit, qu'est-ce qui se passe? Il contacte le footballeur, qui a un peu autre chose à faire à ce moment-là. Puis après, il rediscute. Et lui, il se dit, comment c'est possible qu'en 1931, il y a un Karembeu qui est exposé comme un animal, et en 1998, longtemps après, il y a un Karembeu qui est une gravure de mode et qui est un symbole sexuel, un symbole magnifique. Alors que quand on regarde les photos, bah, ils se ressemblent. L'ancêtre et le descendant se ressemblent. Et ben voilà, là, comme ça naît. Incroyable et heureuse évolution. Et ben c'est peut-être ça la mystique dont on parlait. C'est d'un seul coup un étonnement qui donne envie d'aller plus loin. Oui, car en fait, vous aimez partager l'histoire qui mêle les souvenirs au savoir. En fait, ce que vous aimez, c'est quand l'anecdote se révèle soudain particulièrement éclairante. L'histoire, c'est compliqué parce qu'en France, le mot couvre deux réalités. L'histoire, c'est l'étude du passé, c'est ce qui s'est passé. J'aime l'histoire, j'aime ce qui s'est passé. L'histoire, c'est aussi une discipline scientifique, avec des règles, des méthodes, et c'est très sérieux. Et les deux se croisent. Et c'est pour ça que c'est pas possible de séparer l'un et l'autre. Marc Bloch, le grand Marc Bloch, le dit vraiment dans son apologie pour l'histoire. Il dit, moi, l'histoire, moi, ça m'a diverti. Moi, j'aime bien l'histoire qui me divertit. J'aime bien lire des choses d'histoire. Donc, il y a un côté divertissant dans l'histoire. On le voit bien avec les films, avec les romans. On aime ça. Puis l'histoire, c'est la discipline scientifique. Et on aime comprendre. Et les deux ne sont pas inconciliables. Il y en a un, c'est ce côté découverte du passé qui nous conduit vers l'autre. C'est l'analyse et la compréhension du passé pour comprendre le présent. En tout cas, vous faites quand même œuvre de remettre dans l'histoire le récit. Ce que je veux dire, ce qui est très clair chez vous, pour essayer de contrecarrer une certaine stérilité première de l'enseignement de l'histoire, vous mettez le récit comme vecteur de transmission. C'est ça qui est toujours étonnant, pour avoir été enseignant aussi. Le récit a toujours été présent. Et on l'a oublié. On n'a pas oublié le récit. On a oublié qu'il était présent. Parce que écrire de l'histoire, c'est faire œuvre de littérature, c'est écrire, c'est utiliser des mots, c'est conduire une narration ou une démonstration. Mais le récit, il est toujours là. Après, ça dépend où on le met. Mais le récit, il n'est absolument pas honteux. Au contraire, et on le voit bien aujourd'hui dans la production au plus près des historiens et des historiennes, il y a du récit. Parce que c'est ça qui nous plaît. Et le récit, vraiment, ça fait partie de la démonstration en histoire. Donc, autant le prendre dans le divertissement dont je vous parlais. Et vous l'avez vu, parfois on a les yeux qui s'écarquillent en disant « c'est pas possible, on apprend des choses, on est étonné ». Et puis, ce récit-là, il nous permet de comprendre, d'analyser. Puis peut-être simplement de plus rendre un affect digeste. Je pense à Bonnat-Cholet, par exemple. Je pense que c'est essentiel, sa manière de conter l'histoire dans son succès incroyable. C'est vrai. Il ne faut pas mettre l'émotion de côté. Oui, l'émotion, elle est là. Alors, c'est vrai que dans la démarche historique, on doit s'éloigner du sujet. C'est la démarche scientifique de la chose. Mais malgré tout, Arlette Farge l'écrivait très bien. Le goût de l'archive, il est là. Au moment d'ouvrir un carton, il y a cette poussière, on ouvre, il y a ces vieilles lettres, elles sont manuscrites, on est au plus près des gens. L'émotion est là obligatoirement. Bien sûr. En fait, Xavier Mauduit, vous êtes en quelque sorte le directeur d'une nouvelle agence de voyage, une agence de voyage historique que vous balisez avec telle ou telle personnalité qui imprime la sensibilité passionnée d'un récit personnel. Alors ça, mais je l'adopte, mais Nicolas, mais merci mille fois, directeur d'agence de voyage vers l'histoire, mais je le prends. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Une petite question un petit peu plus sérieuse maintenant. Vous savez comme moi que l'histoire est toujours liée au présent et elle est toujours finalement le résultat à un moment donné d'un accord entre, disons, des savants, des personnes autorisées, disons la faculté qui vont définir ce que ça peut être. Donc, la vision commune peut bouger, la fixation peut bouger. Est-ce que vous pensez que votre procédé particulier est susceptible de conduire à faire évoluer une perception de certains petits bouts d'histoire? L'histoire, c'est vrai, c'est pas une opinion. C'est ça qui est important. L'histoire, c'est pas une opinion. L'histoire, c'est le fruit d'une réflexion et d'une démarche scientifique. Et quand on regarde toutes ces productions, C215, Christian Guémy, le pochoiriste, on le voit dans nos rues avec ses portraits, Jean-Michel Ottoniel, cet artiste du verre,
tous s'appuient sur des travaux sérieux parce qu'au moment de vouloir dire quelque chose, même si c'est romancé et même si la fiction, elle vient s'infiltrer là où il y a des silences, souvent là où il y a des failles, le fond doit être toujours solide. Et donc, c'est ça qui est intéressant. C'est que, comme je vous disais, l'histoire, c'est pas une opinion, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des débats, qu'il y ait une manière de discuter. On n'est pas d'accord, on pose des arguments les uns contre les autres. Pas besoin de polémique. Et moi, j'y tiens vraiment beaucoup, Bien tant dans sûr. mes émissions que là, dans ce livre Fou d'Histoire, il n'y a pas besoin de polémique. L'histoire, c'est un socle commun que nous avons tous qui fait que, et presque de manière magique ou subliminale, ça nous relie. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi on a la même émotion face à l'évocation d'un moment historique parce que ça nous touche. Eh bien, moi, j'aime beaucoup cette portée-là de l'histoire. Et elle tend la main vers les uns et vers les autres. Elle nous relie. Vous savez, quand Gaël Faye parle du génocide des Tutsis au Rwanda, il évoque les autres génocides. Et c'est toujours la même Bien chose. sûr. S'il y a cette notion de crime contre l'humanité, c'est bien qu'il y a une humanité, c'est que l'humanité entière est touchée. Et on le voit dans toutes ces prises de parole. Ça nous touche tous. Et Laurence Equilbet, cette grande chef d'orchestre qui réfléchit à comment on pouvait écouter Mozart par le passé. Bien C'est pas sûr. les mêmes instruments, c'est pas les mêmes salles. En Pas les fait, mêmes oreilles, c'est pas les même, mêmes hein, oreilles. ouais. C'était pas le même vécu. Les gens qui écoutaient Mozart au XVIIIe siècle, ils n'avaient pas écouté tout ce qui est Bien après le sûr. XVIIIe siècle. Ils savaient pas. Eh bien, ça, c'est cette portée universelle de l'histoire. Moi, que j'aime beaucoup. Et donc, l'idée que on peut bâtir des échanges autour de l'histoire sans se taper dessus. Des arguments, on n'est pas obligé d'être d'accord. Ça, j'y tiens. Mais au moins, avoir des arguments solides et des conversations pacifiées. Alors après, il y a toujours la récupération de l'histoire par les idéologies et dès lors, c'est beaucoup plus difficile de trouver un terrain commun. Et c'est pour ça qu'il faut rester vigilant, sans Mm. cesse vigilant, pour bien voir l'utilisation politique de Bien l'histoire, sûr. qui n'est pas une nouveauté, on le sait bien, mais citoyens que nous sommes, on doit rester vigilant parce que l'histoire, c'est notre patrimoine à tous, c'est ce qui nous unit aussi, donc on n'en fait pas n'importe quoi, ou au moins, on est conscient qu'ici, il y a un peu manipulation du passé. C'est certain. Page 12, vous pouvez vérifier que je suis un lecteur attentif car il y a une coquille que je vous signale pour la prochaine réédition. Mais en aucun cas, l'histoire n'est pas une opinion, double négation, vos affirmations, Eh ce qui oui. signifie que vous affirmez que l'histoire est une opinion. Ce qui permet d'avoir un bon débat ici Un bon sur débat. la double La négation. double négation. Donc je pense que mais en aucun cas, l'histoire n'est une opinion. Exactement. Voilà. Mais c'est une petite coquille que je tenais à vous signaler. Page 12, ligne 3. D'où vient notre besoin d'histoire, Xavier Mauduit? Ah, moi, je pense que c'est juste un besoin de compréhension du Mm. monde. Besoin de compréhension du monde parce que l'histoire est obligatoirement là, présente dans notre existence. Et on le voit bien pour les personnes qui sont sans histoire. Alice Zeniter, elle a écrit ce livre avec ce titre magnifique, Je suis une fille sans histoire. Ouais. C'est beau cette phrase, sans histoire, c'est-à-dire que j'ai pas de problème, je suis sans histoire. Mais en même temps, c'est terrifiant. Ne pas avoir d'histoire, c'est douter d'où on vient. Et là, je parle pas de généalogie, de choses comme ça. C'est moi, en tant qu'individu, je m'inscris comment dans cette histoire-là, cette histoire des mouvements, cette histoire des migrations, cette histoire sociale aussi, dans tous ces combats. Moi, je suis héritier de quoi? Je veux porter quoi? Je porte quel message? Mais je trouve que on ne peut pas se construire sans histoire. Simplement, on peut vivre sans savoir ce que signifie tel monument Bien dans sûr, notre bien ville. On sûr. peut très très bien, c'est possible. Mais la vie est beaucoup plus fade dès qu'on sait Ouais. ce que c'est d'un seul coup. Tout s'éclaire et surtout quand on a ces armes intellectuelles, on est beaucoup moins manipulable. Bien sûr. On arrive à tout de suite savoir quand un discours nous arrive, ce qu'il vaut, comment il se situe. Et pour ça. moi, c'est ça qui est très important. C'est simplement se renforcer soi-même. On fait beaucoup de musculation en ce moment. Les salles de muscu, elles fonctionnent à plein. Il faut aussi se muscler le cerveau. Mais vous, Xavier Mauduit, quelle histoire singulière et personnelle vous a conduit à embrasser la carrière d'historien? Parce qu'il y a 10 personnalités, mais en fait, il y en a 11. Donc maintenant, dites-nous, c'est quoi votre petite Madeleine? Vous qui êtes d'origine normande, Oui. donc vous avez certainement une Madeleine comme votre compatriote Feu le petit Marcel. Oui. Vous savez, moi, je suis originaire de Vire en Normandie. Ouais. Alors, la Madeleine, elle ressemble à de l'andouille. Ouais, c'est Ou ça. alors à des tripes viroises à la mode Ouais, de Caen. c'est ça. Un peu moins glam, mais enfin, c'est tout aussi charmant. Mais je vais vous dire, au début d'année, quand on est à l'école, les enseignants nous demandent de remplir des fiches, vous savez, nom, prénom, profession des parents, et puis quel métier voulez-vous faire plus tard? J'ai toujours mis prof d'histoire
enseignant d'histoire, j'ai toujours voulu jouer sur l'histoire. Je n'arrive pas à expliquer le pourquoi, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Et dans les repas de famille, dans les mariages, quand on est jeune ou adolescent, c'est vrai que bon, c'est bien, moi je suis content de voir les cousins, mais ma vie entière j'ai fait ça. Je cherchais toujours la plus vieille personne, j'allais m'installer à côté Pour et je papoter. disais, mais alors c'était comment vous de votre temps? Et là, il y a des choses qui sortent et c'est merveilleux. Mm. Et c'est un peu, moi, cette émotion que j'ai retrouvée avec ces fous d'histoire, c'est simplement, allez, amorcer une discussion, mais surtout laisser les gens parler. Et là, ce sont des histoires qui sont dingues. On se dit, mais les gens, ils sont tous porteurs d'histoires Oui. sensationnelles. Dernière question, Xavier Mauduit, et elle est essentielle. En plus, vous venez de l'évoquer. Attention, vous devez répondre. L'andouille de Vire surpasse-t-elle l'andouille de Guémené? Alors, Vous je veux devez dire, répondre. obligatoirement, je suis obligé de dire que oui, ne serait-ce que, bon, Guéméné, on aime beaucoup ce côté concentrique et extrêmement Ouais. régulier. L'andouille de Vire, c'est une forme d'anarchie. Ah Vous voyez, oui, c'est ça. c'est le bocage qui Ouais, respire c'est- à travers ouais. l'andouille de Vire. Il y a un côté Ma grand-mère, Kropotkin, quoi. ma grand-mère faisait de l'andouille quand elle était petite. Elle m'expliquait comment on découpait, on mettait avec un petit bout de bois dans Ouais. les petits cours d'eau parce que fallait laver longtemps. Je rappelle Mm. que l'andouille, on est quand même dans des parties très très basses. Ouais, Voilà. ouais. Donc fallait laver Qui très très longtemps peuvent comme on sentir mettait pas ça très et ça bon. fumait dans la cheminée. Donc moi, l'andouille de Vire, ouais. Mais je sais qu'en Bretagne, on parle beaucoup de l'andouille de Guéméné, mais si on est vigilant, il y a plein d'andouilles différentes avec Non, exactement. bien sûr, ouais. Et donc voilà, on peut faire de très beaux mariages d'andouilles. Bien joué, Xavier Mauduit. En tout cas, vous venez de nous démontrer, en tout cas, que vous n'êtes pas une andouille. Je gentil. vous remercie beaucoup. Et en attendant la dinde ou le chapon, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles lectures.